Bonjour, donc il est probable que cette vidéo va être longue. Néanmoins, si vous êtes expatrié depuis une date récente, si vous êtes en cours d'expatriation, si vous pensez à l'expatriation, je vous conseille vraiment de la regarder jusqu'au bout pour bien comprendre de quoi il retourne. Parce que, eh bien, le cauchemar va probablement, même très probablement recommencer et je vais vous expliquer pourquoi. Et ce cauchemar, il vous concerne personnellement. Alors, j'ai fait une playlist d'une problématique qui était apparue en 2024, mi-2024. C'était tout simplement la, la déclaration d'impôt, la déclaration de revenus pour tous les expatriés français. Donc, c'est un impôt sur la nationalité, hein, vous avez bien compris. C'est ce qui avait été envisagé, en fait, vous voyez, il y a 10 mois, hein. C'était en plein cœur de l'été. Impôt sur les expatriés, impôt sur la nationalité. Voilà, c'était quoi? C'était en fait une idée du NFP, le nouveau Front populaire, c'est-à-dire l'union de la gauche, hein, l'union de la gauche, du Parti socialiste jusqu'au LFI, au Parti communiste. Voilà, et c'est des gens qui avaient failli arriver au pouvoir en proposant voilà, une personne Premier ministre. Je vais vous expliquer pourquoi cette situation peut très bien recommencer. Ça peut être beaucoup plus rapide qu'on le pense. Ça peut être dans les 2 ans qui viennent nécessairement, mais la situation est vraiment sérieuse à ce point-là. Je veux vous expliquer mon raisonnement, je veux vous montrer des chiffres qui prouvent mon raisonnement et essayer de faire voilà, quelque chose d'assez euh, objectif sur la question, d'assez appuyé sur des chiffres et pour que vous compreniez bien le mécanisme, éventuellement, si vous n'êtes pas d'accord, moi je suis tout à fait ouvert à la critique, hein, mais je vais vous présenter la façon dont je vois les choses et je pense que, il y a beaucoup de risques en fait qu'elles se passent de cette façon-là. Alors je vais vous montrer. Déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous avez une news dans le Figaro. En fait, c'est une news qui vient de tomber aujourd'hui 2 juillet 2025, donc c'est tout à fait actuel, hein. Je vous dis tout de suite, cette vidéo va rester valable en fait jusqu'aux prochaines présidentielles de 2027, hein. Donc voilà, une note dessus pour la retrouver à ce moment-là. Mais c'est valable en fait à partir de maintenant parce que le 9 juillet, le président de la République retrouve sa faculté de dissolution de l'Assemblée nationale. Donc si vous voulez, à partir du 9 juillet 2025 jusqu'aux prochaines élections présidentielles en mai 2027 ou juin 2027, eh bien vous avez cette problématique. Donc vous avez 2 ans dans lesquels tout est ouvert et sur cet aspect-là en particulier, il faut bien comprendre ça. Donc, une grande partie de la gauche ne se satisfait pas du mano à mano qui s'installe progressivement entre le Parti socialiste et LFI en vue de la présidentielle de 2027. Donc, vous voyez, vous avez une majorité à gauche, mais c'est pas surprenant, je veux dire. Il faut bien comprendre, hein, en sous-jacent de ce que je vais vous expliquer, il y a le vécu de la période 1981, qui a vu de manière assez étonnante à l'époque, hein, le Parti socialiste, l'union de la gauche déjà, hein, l'union de la gauche arriver au pouvoir, hein. Et je vais vous prouver en fait que on est dans une situation qui ressemble beaucoup à celle de l'époque et que en fait la gauche est beaucoup plus proche d'avoir le pouvoir qu'on ne le pense, hein. Et je vous l'explique avec les chiffres. Donc, et je suis pas là pour faire de la politique, hein. Je vous le dis clairement, moi je suis quelqu'un qui suis de droite. Je suis quelqu'un qui suis de droite pour une droite économique, une droite qui n'existe pas du tout en France, hein. Je n'ai pas de parti pour lequel voter, malheureusement. Donc voilà, je vous le dis clairement, comme ça il n'y a pas d'ambiguïté. Alors, dans les sondages, les deux hommes sont les seuls à gauche à être jaugés au-dessus de la barre de 10%, à être armés d'un programme, etc. Donc, le truc, c'est que vous avez
à gauche, quand même, ce qui compte, ce sont comment dire, ce que les gens pensent, c'est-à-dire la population, ce que les Français pensent. Et si les Français veulent une union de la gauche, eh bien, il y aura une union de la gauche parce que en fait, les sondages, hein, et les pourcentages pour chaque homme politique, en fait, n'est pas du tout suffisant et très très loin, en fait, de pouvoir être satisfaisant pour que un des candidats puisse gagner. C'est-à-dire autant le Parti socialiste que le LFI, que les écologistes, en fait, ne peuvent pas gagner à eux tout seuls. C'est absolument impossible. Il leur faut nécessairement une union de la gauche et il leur faut même probablement une union de la gauche dès le premier tour, vu qu'à droite, eh bien, les pourcentages sont très élevés. Donc ça, c'est un premier point. C'est aussi valable pour les élections législatives. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si vous voulez, voilà. Donc déjà, premier point, vous allez avoir une union de la gauche pour les prochaines élections décisives, législatives ou présidentielles, au choix. Deuxième point, il faut bien se rappeler quand même, un 3 mai 2017, donc il y a 8 ans, la mentalité qu'il y a à gauche en France. Je veux dire, si vous êtes quelqu'un qui se prépare à une expatriation ou qui est expatrié depuis peu de temps, vous connaissez très bien une des raisons pour lesquelles vous êtes parti de France ou pour lesquelles vous vouliez partir de France, c'est tout simplement quelque chose de cet ordre-là, hein, qui mêle la jalousie, la haine de celui qui a réussi, l'envie. Malheureusement, on en est là en France, c'est terrible, mais c'est pas quelque chose de très nouveau. C'est comme ça, malheureusement, depuis des dizaines d'années. Et voilà, il n'y a pas grand-chose qui peut y faire. Donc, impôt universel, Mélenchon pourchassera les contribuables aisés, même en enfer. Donc, c'est clair, hein, c'est les contribuables aisés, voilà, même en enfer. Et ça faisait référence, évidemment, à l'époque, aux expatriés. J'avais fait d'ailleurs dans cette playlist, hein, vous avez une vidéo qui parle de ça, hein. Ce sont toutes des vidéos justement sur ce sujet-là. Vous pouvez aller les revoir, hein. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très important. Donc vous voyez, les chercher en enfer, les expatriés, impôts sur les expatriés. C'est une vidéo qui a été relativement vue pour ma petite chaîne, hein, très petite chaîne, hein, 2300 vues à peu près il y a 10 mois. Encore une fois, la chaîne sur laquelle vous êtes en ce moment, c'est une micro-chaîne YouTube absolument pas connue. Et sur ce sujet-là, elle a fait énormément de vues, hein. Donc voilà en fait où on en est. Donc pourchassera les contribuables aisés, même en enfer. Donc déjà, c'est pour vous montrer la mentalité qui va prévaloir quand ces gens-là vont arriver au pouvoir. Ensuite, vous avez tout simplement, eh bien, le nouveau Front populaire persiste et signe. S'il arriverait au pouvoir, les impôts des personnes les plus fortunées seront augmentés. Voilà. Épouse les orientations dessinées dans le programme de l'Union de la gauche lors des élections et promet une grande réforme fiscale, simplement. Et qu'est-ce que c'est que la réforme fiscale? Eh bien, c'est tout simplement ce dont j'ai déjà parlé là-dedans, hein, c'est-à-dire l'impôt universel. L'impôt universel, et ce qui est très important, hein, ce qui est vraiment fondamental, c'est l'impôt universel comme aux États-Unis. C'est-à-dire que la personne qui s'est exprimée à l'époque, hein, et qui d'ailleurs, c'est pour ça que je fais cette vidéo, hein, ils remettent le couvert sur l'union de la gauche, eh bien, n'a pas fait un lapsus à l'époque, n'a pas fait une erreur de prononciation, n'a pas fait une erreur, c'est des gens qui sont très intelligents, ils ont fait beaucoup d'études, c'est pas parce qu'ils sont dans l'administration qu'ils sont pas intelligents, au contraire, ils ont fait des très hautes études, donc quand ils parlent, en fait, ils disent de ce qu'ils pensent, et en plus, ils réfléchissent à toutes les conséquences. Or, qu'est-ce qui avait été dit? Eh bien, tout simplement, comme aux USA. Et qu'est-ce que c'est que comme aux USA? Eh bien, c'est tout simplement que les Américains qui sont expatriés, je rappelle entre parenthèses que Trump veut supprimer, hein, c'est une de ses promesses de campagne, veut supprimer ça,
c'est que aux USA, un Américain qui est expatrié à l'étranger doit déclarer ses revenus au fisc américain et il est imposé par les États-Unis, hein, quel que soit l'endroit de la planète où il se trouve. C'est une spécificité des Américains. Il y a un seul pays au monde qui partage ça avec les États-Unis. J'en avais fait une vidéo aussi très argumentée, hein, sur le choix, sur ça. C'est tout simplement l'Érythrée. L'Érythrée, donc l'impôt, c'est possible, impôt sur les expatriés, la preuve par l'Érythrée. Je montrais donc à l'époque, dans cette vidéo, vous pouvez aller la voir, hein, que même un pays absolument déshérité, parmi les plus faibles pays du monde, n'ayant pas d'armée, n'ayant pas une monnaie internationale, donc étant nécessairement beaucoup plus faible en fait que la France, n'avait aucun mal, hein, n'avait absolument aucun mal à imposer ses expatriés, quel que soit le pays où ils sont dans le monde. Donc si vous voulez, à partir du moment où un pays aussi déshérité que l'Érythrée peut le faire, ne vous inquiétez pas que, évidemment, la France peut le faire. Donc voilà, voilà où on en est. Voilà, et donc la personne qui était envisagée pour diriger le NFP et qui remet le couvert en ce moment même et qui, à mon avis, a toutes les chances de pouvoir faire l'union de la gauche parce que c'est ce que veulent les gens et malgré les quelques individualités au pouvoir, c'est ce qui va se passer. Donc on a, pour une grande partie des ménages, cela correspond à une baisse d'impôts. Il faut aussi que les expatriés payent leurs impôts, alors fiscaux ça veut rien dire, je veux dire pour eux c'est les expatriés, hein, payent leurs impôts au fisc français, comme le font les Américains expatriés vis-à-vis du fisc des États-Unis. Voilà, je veux dire c'est clair, comme le font les Américains expatriés vis-à-vis du fisc des États-Unis. C'est extrêmement clair, il n'y a pas d'ambiguïté. Donc vous pouvez éventuellement, dans cette playlist que j'ai faite à l'époque, retrouver des sujets justement sur les États-Unis, voir à quel point les Américains sont handicapés à partir du moment où ils vont à l'étranger à cause de ça. Il y a des gens qui sont obligés de refuser de se marier, des gens qui perdent leur compte en banque, enfin la plupart perdent de leur compte en banque, ils ne peuvent pas être embauchés dans un certain nombre d'emplois à l'étranger, c'est une vraie galère. Donc si vous êtes en expatriation depuis peu de temps, si vous êtes en cours d'expatriation ou si vous pensez à vous expatrier, c'est vraiment quelque chose que vous devez considérer avec le plus grand sérieux. C'est pas du tout pour rien, hein. Parce que vous allez, si ce truc-là passe, vous allez vivre un enfer. Donc, il faut voir la situation de la France. Parce que si vous voulez, ça c'était en 2024. Donc c'était il y a déjà un an, mine de rien. Or, depuis 2024, le déficit de la France n'a fait que s'aggraver. Les agences de notation maintenant refusent de noter la France. Donc la situation des comptes publics, elle est de plus en plus désastreuse, hein. Elle est juste de plus en plus désastreuse. Et que ce que proposait le NFP à l'époque, eh bien, c'était d'augmenter les impôts, de dépenser encore plus d'argent. Ils avaient un budget d'augmentation des dépenses, je crois, hein, de 150 milliards d'euros, alors que la dette a connu une explosion monstrueuse, hein. Donc, et si vous voulez, le truc, c'est que moi je pense, bon, évidemment vous n'allez pas être d'accord, mais je pense que malgré tout, ils ont quand même des bonnes mesures parmi les nombreuses erreurs qu'ils font. Il y a quand même des bonnes mesures. Par exemple, la construction de 2 millions de logements, alors je crois que c'est en 5 ans, c'est nécessairement une mesure, si vous voulez, qui répond actuellement aux besoins de la population. On ne peut pas leur retirer ça. Actuellement, vous avez une précarisation en France, hein. Vous reprenez les chiffres de l'INSEE, les Mozart de la finance, depuis qu'ils sont là, eh bien, il y a 2 fois plus de gens qui ne mangent pas à leur faim en France. Il y a la famine en France. Je veux dire, on ne peut pas dire le contraire. C'est des chiffres qui viennent de l'INSEE. Donc, si vous voulez, à un moment donné, il faut bien comprendre la situation. Moi, je ne suis pas là pour défendre
les uns ou les autres. Je suis juste là pour regarder les chiffres et pour essayer d'envisager qu'est-ce qui va se passer. Si vous regardez une vidéo de Marc Toiti, hein, ce sont des chiffres du FMI, hein, explosion de la dette publique, la France plus dangereuse que les États-Unis et le Japon. On voit par exemple les dépenses publiques où elles en sont à l'heure actuelle, donc on voit comment elles ont évolué, hein. On s'aperçoit que les États-Unis et l'Argentine en fait sont bien en dessous de la France en termes de dépenses publiques par PIB. Donc, si vous voulez, il y a réellement un sujet d'endettement de la France. La France a toujours eu un problème de ce côté-là, a jamais pu se résoudre. On est dans la même situation, si vous voulez, qu'en 1789, à l'aube de la Révolution française, quand les caisses de l'État étaient vides, et encore à l'époque, le déficit de la France était inférieur, parce que là, ce sont les dépenses publiques, en fait, c'est pas les déficits. Le déficit de la France est à 115% actuellement. Or, à l'aube de la Révolution française, le déficit était de 80%, hein, soit 35% de moins qu'à l'heure actuelle. De plus, j'ai parlé de la dette publique, pardon, c'est pas le déficit, c'est la dette publique. Le déficit, quant à lui, il est actuellement entre 5 et 6% de déficit. À l'époque de la Révolution, à l'aube de la Révolution française, l'État était excédentaire. L'État était excédentaire. Donc il faut bien comprendre où on est. Et en fait, il y a eu à l'époque le rassemblement des États généraux, hein, le roi avait été obligé de les convoquer pour pouvoir avoir encore plus d'impôts. Et donc ça a été le déclenchement en fait du truc. Et les riches ne voulaient pas payer d'impôts, hein. Les riches, les nobles, etc. Et donc on est un peu dans ce même genre de situation où on voit toute une tranche de la population, une population aisée qui ne veut absolument pas avoir plus de charges, payer plus d'impôts. Or, si vous voulez, encore une fois, je suis de droite, hein, je vous rappelle, même si ça vous paraît pas évident, il y a beaucoup d'épargne en France, il y a beaucoup d'argent en fait qui est stocké, c'est-à-dire que l'État est pauvre, l'État est endetté, l'État est SDF pratiquement, mais les Français sont riches de leur épargne. Donc, si vous voulez, c'est très tentant pour l'État de faire la main basse sur l'épargne, hein. Et c'est vraiment le risque. Alors, il faut aussi se rappeler, parce que ça c'est important quelque part, si vous voulez, mon propos c'est de dire, vous avez vraiment une possibilité qui est très importante et qui est, à mon avis, c'est le scénario des années à venir, c'est-à-dire de l'arrivée de la gauche au pouvoir. Je vous explique pourquoi. En fait, ça rappelle beaucoup les années 80. On est à peu près dans le même style de problème, c'est-à-dire que vous avez une crise économique. À l'époque, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent que les boomers ont eu une enfance dorée. Bon, ça c'est la propagande, hein. C'est la propagande de ceux qui veulent diviser les Français. Libre à eux de le penser, mais les chiffres, il faut reprendre quand même les chiffres de l'époque. Et les chiffres de l'époque, c'est soit 1973, un premier choc pétrolier très important, suivi d'un second choc en 1978 et suivi d'une récession très importante, beaucoup de faillites, une explosion du chômage à l'époque. On est passé des années 60 de 300 000 chômeurs à la fin des années, milieu des années 90 à plus de 3 millions de chômeurs. Donc vous avez eu une augmentation du chômage qui était monstrueuse. À l'époque, les gens avaient la peur au ventre. Le matin, en allant au boulot, ils avaient la peur au ventre de se faire virer. Le soir, il y avait à la maison la peur au ventre de la famille qui avait peur que l'homme, parce qu'à l'époque, c'était beaucoup les hommes qui travaillaient, hein, se fasse virer. Vous avez une augmentation, une explosion des chiffres des divorces, des chiffres du chômage. Vous avez aussi à l'époque une explosion des chiffres, alors je ne peux pas dire le terme sur YouTube, mais des gens qui sont partis vers un long voyage et qui se sont eux-mêmes.
Voilà, et donc c'était vraiment la situation, elle était terrible parce qu'elle était inconnue depuis 30 ans. Hein. Les fameuses 30 glorieuses, en fait, se sont arrêtées à ce moment-là. Et donc, euh, ça a vraiment été une crise terrible, hein, vraiment une crise terrible. À l'époque, vous ne pouviez pas choisir des études parce que vous aimiez ce que vous vouliez faire. Vous choisissiez des études parce qu'elles vous garantissaient d'avoir un emploi. Ça passait avant avant tout autre choix. Hein. Alors, il y a toujours eu des gens qui étaient privilégiés. J'oserais dire, c'est toujours les mêmes. C'est toujours les grands-parents, les parents des gens qui sont privilégiés aujourd'hui, qui ont réussi à garder le pouvoir, l'éducation. On voit bien que ce sont toujours les mêmes, en fait, toujours les mêmes familles, en fait, qui passent au-dessus de la crise. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention quand vous critiquez les gens de cette époque-là, de bien comprendre que, en fait, vous avez plutôt une classe, en fait, voilà, qui est comme ça. Le chômage de l'époque, donc 1981, arrivée donc de la gauche au pouvoir, c'est pas pour rien, ça s'est pas fait par hasard. Regardez la courbe, elle est très claire. 1975, vous aviez 700 000 chômeurs, la courbe explose, un chômage des jeunes qui explose à l'époque. Hein, à l'heure actuelle, ça s'est beaucoup diminué, mais à l'époque, c'est le chômage des jeunes qui a vraiment beaucoup explosé. Les jeunes étaient particulièrement touchés. Et donc, on voit ici, à cet endroit-là, donc, vous voyez, après est arrivé aux alentours de 1 300 000, 1 400 000 chômeurs. Et bien là, vous avez l'élection de François Mitterrand, mais le 10 mai 1981, la cérémonie au Panthéon, la gauche arrive au pouvoir. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que vous aviez à l'époque la même chose que vous avez aujourd'hui. Vous avez une situation de crise. Alors, vous n'avez pas la même augmentation du chômage dans les chiffres, mais je vais vous montrer, c'est pour ça que la vidéo est un peu longue, que en fait, vous avez la même précarité. C'est-à-dire qu'à l'époque, bah, vous aviez une augmentation, enfin une baisse du pouvoir d'achat généralisée parce que les gens étaient mis au chômage. Mais de nos jours, en 2025, vous avez des mécanismes en fait qui permettent de camoufler les chiffres du chômage et qui transforment ces chiffres du chômage en fait en précarité. Donc vous avez plus une augmentation des chiffres du chômage comme ça s'est fait à l'époque, mais par contre, vous avez une augmentation des auto-entrepreneurs dont, chiffre de l'INSEE, les 2 tiers gagnent moins de, je crois que c'est 700 € par mois ou quelque chose comme ça, donc qui sont évidemment précarisés. Vous avez une multiplication par 2 des gens qui ne mangent pas à leur faim en France actuellement. En 2025, ce sont les chiffres de l'INSEE. Les Mozart de les Finances ont réussi à créer la famine en France. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, les Mozart de la Finance étaient représentés par l'accordéoniste Giscard. Déjà à l'époque, on parlait déjà de musique, qui en fait avait un grand mépris pour les Français, et d'ailleurs à tel point que quand il s'est fait remercier en 1981 et il a perdu aux élections présidentielles, il s'est levé de sa chaise, il s'est retourné. Vous pouvez revoir les images de l'époque, c'était extrêmement méprisant. Mais il faut dire que les gens, en fait, avaient vu qu'il y avait à peu près le même niveau de mépris que ce qu'il y a à l'heure actuelle en 2025. Donc, si vous voulez, je ne suis pas là pour juger. Je vous explique la situation comme elle était à l'époque et à quel point elle est semblable. Pour quelle raison l'Union de la gauche a gagné à l'époque? Elle a gagné à l'époque parce que normalement c'est la droite qui aurait dû gagner. Hein. La droite aurait vraiment dû gagner en 1981, mais il se trouve qu'il y avait une mésentente entre l'accordéoniste Giscard et Chirac. Pas beaucoup mieux que lui. Je veux dire, Chirac avait accompagné, avait trahi Pompidou, etc., toute cette frange, de manière à pouvoir promouvoir Giscard. Et finalement, il s'était fait remercier. Il était jeune à l'époque, hein, Chirac. Il avait une trentaine d'années. Et donc, il avait les dents qui rayaient le parquet.
beaucoup de gens admirent Chirac, il faut bien comprendre que lui, Chirac et Giscard sont à l'origine des quelques mesures qui font que la France est dans une situation abominable de nos jours. Donc voilà, bon, c'est ce que je voulais dire, hein. Je pense en particulier le regroupement familial, c'est évidemment lui et Giscard. Donc si vous voulez, le problème, c'est que il n'était pas content que Giscard se présente. Giscard lui avait fait des crasses, hein, évidemment. Dans ces milieux-là, c'est un peu naturel, si j'ose dire. Et donc, c'est Mitterrand qui a gagné. Mitterrand, Chirac a fait gagner Mitterrand, il a fait gagner la gauche. De nos jours, on se retrouve dans une configuration politique, en fait, où on voit bien que la droite, elle est extrêmement majoritaire. Je veux dire, vous avez clairement une alliance, je veux dire, il ne peut pas en être autrement, vous l'avez bien compris, hein, entre les macronistes, le LR et le RN. Hein, vous voyez bien, à partir du moment où le RN refuse de voter comment dire, la censure qui automatiquement relancerait des élections législatives, bah, c'est évident, si vous voulez, ces gens-là forment le groupe dit de droite, parce qu'ils sont autant de droite que moi je suis danseuse d'opéra. Hein. Donc, tous ces gens-là, en fait, constituent un arc qui, normalement, devrait gagner aux prochaines élections. Sur le papier, ils devraient nécessairement gagner. Alors, je ne sais pas si après un an de ce cirque, ils vont oser parler encore de barrage républicain, parce que ça ne veut pas dire grand-chose. Je veux dire, à un moment donné, quand vous avez ces trois partis, hein, le RN, le LR et puis les macronistes qui votent ensemble et puis qui se soutiennent ensemble, je veux dire, voilà, je ne vois pas comment un arc républicain, je ne sais pas comment ils appellent ça, enfin, ça reste possible, hein, c'est juste une farce, quoi. Donc à partir de ce moment-là, la droite, elle a vraiment toutes les chances de gagner. On le voit, si vous regardez dans les journaux à l'heure actuelle, les grands quotidiens français, vous avez en première page une liste des faits divers. Hein. Alors que dans les chiffres, il faut être bien précis, les faits divers diminuent. En fait, en première page des journaux, le nombre de faits divers augmente. Alors oui, ils sont scandaleux, c'est pas normal que ça arrive, mais on est entièrement d'accord avec ça. Il y a tout un tas de choses en France qui sont pas normales. Et ok, il n'y a pas de souci. Mais il n'empêche que c'était pas le cas avant. Donc il y a une vraie, et comme les journaux sont contrôlés par quelques personnes, bah, il y a une vraie volonté en fait d'imposer en fait la droite. Parce qu'évidemment, hein, pour les gens ils préfèrent avoir des gens qui se disent de droite plutôt que des gens qui se disent de gauche. Au final, ils sont tous socialistes, hein, mais voilà c'est comme ça. Ils viennent tous des mêmes écoles. Donc, si vous voulez, tous des mêmes écoles, des mêmes familles, des mêmes milieux. Comment voulez-vous qu'ils soient autre chose que socialistes? Enfin, je veux dire, c'est juste pas possible. Donc, on en est là. On en est là. Et il faut revenir un peu à la situation donc, économique, parce que je vous rappelle le terme de Clinton, hein, Clinton qui a quand même gagné des élections à l'époque. Enfin, je veux dire, c'est pas un abruti. Clinton disait « It's the economy, stupid ». Ça veut dire « c'est l'économie, espèce de crétin », quand il parlait à quelqu'un d'autre, pour lui expliquer que la politique, elle se gagnait avec l'économie. Hein. Les gens, ils votent en fonction de ce qu'ils ont dans leur assiette. Ils votent pas en fonction de grandes idées ou d'idéaux, des choses comme ça. La Révolution française, elle s'est faite non pas parce que les grandes idées, la liberté, tous ces trucs-là, elle s'est faite parce qu'à un moment donné, les femmes, elles n'avaient plus rien à donner à leurs enfants, et donc elles se sont levées, elles sont descendues dans la rue. Tiens, c'est marrant. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais à l'heure actuelle, il y a eu un sondage, un article qui a été publié dans le Figaro. De plus en plus de jeunes Françaises votent à gauche et à l'extrême gauche. Donc ça devrait quand même titiller un peu l'esprit. Donc je vous rappelle pourquoi cette vidéo prend du temps. Hein. C'est parce que mon propos, c'est de dire, vous êtes en expatriation, il y a vraiment, à mon sens, toutes les raisons pour lesquelles
on risque de revoir cet impôt sur la nationalité, hein, cet impôt contre les expatriés, dirigé contre les expatriés, parce que ça fait partie du logiciel, hein, de la gauche. Impôt universel pourchassera les contribuables aisés, même en enfer. Voilà. Et vous avez, pareil, hein, les expatriés payent leurs impôts au fisc français, comme le font les Américains expatriés vis-à-vis des fiscs des États-Unis. Donc, si vous voulez, tout ça, c'est très clair. Le truc, c'est que quand ces gens-là vont arriver au pouvoir, ça va être mis en place. Hein, parce que il n'y a pas de raison qu'ils le mettent pas en place. Donc, on voit d'ailleurs accessoirement prendre parallèlement un ménage dans les dispositifs les plus coûteux d'aide aux entreprises, comme des baisses de cotisations qui sont surdimensionnées. Je vous rappelle quand même que les faillites d'entreprises sont toujours plus élevées. Hein, j'ai souvent fait des vidéos sur le sujet. À l'heure actuelle, on est à plus de 66 000 faillites d'entreprises sur 12 mois. C'est un cataclysme dans l'économie française. Mais bon, voilà, donc vous savez à quoi vous attendre. La précarité au travail a été multipliée par 2. La précarité et les inégalités en France augmentent. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous avez une précarité qui augmente. Parce que, si vous voulez, les entreprises font faillite, mais ça ne peut pas ne pas avoir de conséquences. Si vous ne le voyez pas dans les chiffres du chômage, c'est parce que vous avez une augmentation de la précarité des gens qui sont au travail. Et puis, vous avez aussi des auto-entrepreneurs qui gagnent très très peu d'argent et finalement qui sont aussi en précarité. Donc, vous avez des chiffres du chômage qui sont non pas trafiqués, mais qui sont escamotés. C'est-à-dire que les chiffres sont là, hein, la réalité du chômage est là, la réalité de la précarité est là, mais ces chiffres-là sont en fait escamotés derrière la précarité, et vous avez beaucoup moins en fait de choses sur la pauvreté. Je vous rappelle, je suis de droite, hein, je suis vraiment de droite, mais pour moi, si vous voulez, on ne peut pas vivre dans un pays où il y a autant de pauvres et de plus en plus de pauvres. Je veux dire, voilà, à un moment donné, on peut être de droite, mais il faut quand même que les gens ils aient de l'argent pour pouvoir consommer, pour pouvoir travailler, pour pouvoir créer de la richesse. Hein. Je l'ai vu dans des pays en voie de développement, quand vous avez des gens qui sont pauvres, c'est toute la société qui s'écroule. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer en France. Donc vous avez les chiffres de la pauvreté en France. Alors, il y a un certain nombre de choses. Donc, au total, 15% de la population française vit dans la pauvreté. Donc oui, 15%. Pourquoi 15%? Ben, parce que ça représente les chiffres du chômage à peu près qui ont été calculés d'ailleurs par l'économiste Marc Toiti. Il fait référence quelquefois à ce chiffre de 15-16% de chômeurs, plus ou moins cachés, plus ou moins dans différentes catégories, dans le halo du chômage et tout ça. Donc on peut s'entendre en fait sur quelque chose du style voilà, 15-16% de précarité, de chômage, de gens qui n'y arrivent pas du tout en France, de gens qui ont faim, et c'est vraiment le problème. Donc, eh bien, les législatives, donc grande mobilisation à gauche, grande surprise, hein, grande surprise aux législatives de 2024, la gauche arrive en position de force. Grande surprise. Comment ça se fait qu'il y a eu une telle surprise aux législatives de 2024 qui a précisément conduit à l'époque à voir ce genre de choses-là? Comment ça se fait qu'il y a eu une... c'est très simple. Parce que si vous voulez, vous avez beau abreuver les gens de faits divers, de montrer combien l'immigration c'est mal, combien les réformes aussi sur l'éducation c'est mal. Je dis pas que c'est bien, hein. Entendons-nous bien quand même, je précise. Vous avez beau mettre ça au premier chef dans l'actualité, faire passer en boucle dans des télés comme CNews, etc., tout un tas de choses. La réalité du fond,
C'est ce que disait Clinton, it's the economy stupid. À partir du moment où les gens ont rien à bouffer, vous pouvez leur raconter n'importe quoi, les gens, ils vont voter à gauche. Je veux dire, et comme ils sont les plus nombreux, voilà, la gauche gagne. C'est pas plus compliqué que ça à comprendre. Donc ça veut dire que euh, à l'heure actuelle, le chômage, il est dans un creux, on va dire, par rapport à ce qui s'est passé ces dernières années. Et c'est vrai que le chômage, en termes de chiffres, il est dans un creux. Mais vous avez une explosion de la précarité. Et si vous voulez, avec le fait que le gouvernement va être obligé à un moment donné, il ne pourra pas faire autrement, soit ça sera de gré et il va faire des économies hein, pour pouvoir correspondre aux critères, parce qu'il commence à faire peur aux investisseurs. Je vous rappelle, hein, la France n'a pas été notée, les agences de notation ont refusé de noter honnêtement la France, on va dire, alors qu'elles n'ont pas hésité à dégrader la Belgique, alors que la Belgique est quand même mieux située. Hein. Elle a pris des réformes, etc., alors que ce n'est pas du tout le cas de la France. Donc, si vous voulez, il y a vraiment un très très gros sujet très inquiétant sur la dette française. Donc, à un moment donné, ils vont être obligés de faire comme avait fait Mitterrand dans les années 80, quand ils sont arrivés au pouvoir, ils ont lâché beaucoup d'argent, comme Macron. Macron n'est qu'un autre socialiste, en fait. Mais d'ailleurs, comme tous les gens qui sont élus, ce sont tous des socialistes, parce que si vous voulez, comme ils sont payés par l'État, que leurs frais sont payés par l'État, et que leurs retraites sont payées par l'État, dès l'instant où ces gens-là sont élus, ils ne défendent plus les idées de leurs électeurs. C'est pour ça qu'il n'y a pas de gauche, c'est pour ça qu'il n'y a pas de, si vous voulez, de gens très à gauche. Il n'y a pas de politique très à gauche. Il n'y a pas de politique à droite. Il n'y a pas de politique économique. Ces gens-là, ce sont tous des socialistes, en fait. C'est ça. Alors, vous avez des nuances de socialisme, les 50 nuances de socialisme, hein, mais ils sont tous socialistes, en fait. Donc, euh, voilà, c'est ça, en fait, le truc. Et donc, vous allez avoir nécessairement des gens de gauche qui vont passer au pouvoir dans les mois ou les années qui viennent. Au départ, vous avez à l'heure actuelle des sondages qui courent. On voit bien, tout le personnel politique de droite est poussé en avant dans les sondages. Mais il faut faire très attention, parce que ce sont des sondages en fait qui correspondent à un état d'esprit de l'opinion, et puis on ne sait même pas comment, qui vote, qui ne veut pas voter, etc. Donc vous avez des sondages comme ça, mais on voit bien que malgré tout, les suffrages remportés par les hommes politiques de droite qui sont en tête actuellement, en fait, ils ne sont pas si puissants que ça. C'est-à-dire que vous n'avez pas des gens qui sont vraiment pour eux. Hein. Vous avez des gens qui les trouvent sympathiques, mais trouver sympathique quelqu'un, c'est pas lui faire gagner les élections. Et on en est à l'heure actuelle là. Hein. Et eh bien, les prochaines élections, sachant que la situation économique ne fait qu'empirer en fait pour les Français, nécessairement, elle va être de plus en plus à gauche. La réponse électorale va être de plus en plus à gauche. Donc à un moment, vous allez tomber sur des choses comme le NFP. Hein. Et le NFP, pour moi, a vraiment toutes les chances de gagner les prochaines élections. Et plus on va aller dans la crise, plus ils vont avoir de chances. S'il y a des élections en 2025, d'ici fin 2025, eh bien vous allez voir, le NFP va avoir des scores qui vont, à mon avis, être plus importants. J'avais fait une petite étude hein, sur les scores des dernières élections législatives 2024 et les élections européennes. Reprenez les chiffres, analysez bien les chiffres de participation. Vous allez vous apercevoir que dans les zones où le NFP en fait est très représenté, il y a vraiment eu une très forte mobilisation. Et c'est pas une mobilisation contre l'extrême droite ou ce genre de choses-là. C'est vraiment une mobilisation parce que l'économie va mal et parce que l'économie va de plus en plus mal. It's the economy stupid. Les gens, ils ont rien à manger et donc ils votent de plus en plus à gauche. Et
les gens sont pas stupides. Ils comprennent très bien que de toute façon, c'est vrai que le vote RN, c'est plutôt un vote de contestation. Mais si vous avez un vote de contestation qui a plus de chances de gagner qu'un autre, en l'occurrence un vote très à gauche, les gens se reporteront vers la gauche. Parce qu'il n'y a pas un vote de construction. Le RN, il est pris en fait entre ces contradictions. Il marche sur deux jambes. Vous avez une partie du RN qui est sociale et vous avez une autre partie du RN qui est en fait qui a un électorat pratiquement qui a des intérêts opposés au premier. Donc, si vous voulez, c'est le problème. Et il suffit que l'électorat du RN, qui n'a pas beaucoup d'argent, qui souffre, s'aperçoive que le NFP veut tout casser et veut vraiment et qu'il a les moyens de se faire élire. Pour moi, il n'y aura pas une seule hésitation. Tous ces gens-là vont se reporter vers le NFP. Et puis aussi, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas se déplacer pour aller voter. Donc au final, vous avez vraiment, à mon avis, on est vraiment dans une situation économique qui va déterminer les prochaines élections. Et en déterminant les prochaines élections, eh bien, vous avez vraiment ce truc-là. Parce que ça va correspondre, il faut bien voir aussi, hein, je veux dire, c'est pas pour rien, les termes ont une signification. Impôt universel pourchassera les contribuables aisés même en enfer. Pourquoi? Parce que tout simplement, les hommes politiques ont très bien compris que les expatriés étaient typiquement des gens sur lesquels ils pouvaient taper sans retenue. C'est pas leur problème. Je veux dire, tous les Français qui se situent en métropole, finalement, sont pas touchés par ça. Donc ce sont des boucs émissaires qui sont absolument idéaux dans le cadre d'un échec politique qui se déroule actuellement, parce qu'il ne faut pas se leurrer. La situation économique de la France, qui est exceptionnelle en Europe et même dans le monde, elle est due à une situation politique qui est spécifique à la France et qui est vraiment... les Mozart de la finance ont coulé la France et l'ont précipitée dans le gouffre. Et la France est en train de tomber. Et elle va toucher le fond quand il y aura les prochaines élections, mais surtout quand il y a les mesures qui vont devoir être prises. Par exemple, je veux dire, c'est pas moi qui en ai parlé, c'est le ministre de l'économie qui a parlé du FMI à Paris, hein, comme la dette grecque. Et si vous voulez, tous ces gens-là le savent très bien. Ils savent très bien tout ça. Ils savent très bien tout ça. Ils savent aussi comment ça s'est passé en Grèce, si vous voulez. Dans le privé, vous n'en avez pas beaucoup de notions, mais tous les gens qui sont dans le public, hein, et qui craignent un peu cette histoire de dette savent très bien ce qui s'est passé en Grèce. Allez voir sur le site de l'IFRAP, j'avais fait une vidéo là-dessus. Vous avez donc une réduction, donc il y a 30% des fonctionnaires qui ont été licenciés, c'est exceptionnel, une perte de 30% du pouvoir d'achat, vous avez les retraites qui ont été diminuées, enfin, vous avez vraiment eu des attaques très très fortes contre le pouvoir d'achat des fonctionnaires. Et c'est normal, c'est de la dette publique. Donc c'est la situation dans laquelle se trouve la France à l'heure actuelle. Et donc c'est pour ça, moi je vous dis, la situation elle est grave. Il faut que vous y réfléchissiez. Ça veut dire, si vous êtes expatrié, bon, voilà, vous êtes plus ou moins au courant, mais ça vous fait un peu un rappel. Si vous pensez à vous expatrier, peut-être vous ne devriez pas trop traîner parce que dans cette histoire d'impôt universel, hein, vous aviez le fait que les expatriés, depuis plus de 10 ans, en fait, n'étaient pas concernés. Donc peut-être que vous allez avoir comme ça un délai qui va être octroyé, mais en tout cas, sachez bien que ce truc-là pend au-dessus de la tête des Français, hein, des gens de nationalité française, puisque c'est un impôt sur la nationalité française. Et donc, la situation est extrêmement sérieuse et extrêmement grave. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée.